Beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clément Monet, je travaille dans l'équipe du professeur Jabert à Montpellier. Merci au conseil scientifique de l'ASFAR et madame, monsieur les modérateurs. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et donc, je remercie le conseil scientifique, mais quand même, je leur en veux un petit peu parce qu'ils m'ont demandé de parler de ventilation et d'obésité juste après le professeur Emmanuel Futier et juste avant le professeur Audrey Dejon. Et moi aussi, j'ai fait une petite référence à la Coupe du Monde de rugby, puisque je me retrouve au milieu, comme la Namibie, coincée entre deux équipes de haut niveau. Bon, c'est pas grave, je vais quand même essayer de faire une présentation de qualité, que je vais diviser en trois parties. D'abord, les modifications physiologiques liées à l'obésité au niveau respiratoire. Ensuite, on va s'intéresser aux pratiques, puisque pour répondre à la question « comment je le ventile ?», on va s'intéresser à comment font les anesthésistes réanimateurs dans le monde. Et troisième partie, je vais détailler réglage par réglage comment est-ce qu'on peut-être on pourrait, avec toute l'humilité possible, faire mieux. Donc il y a pas mal de références que vous allez voir en commun avec la présentation précédente, c'est assez logique. Donc cette première référence qui s'intéresse aux patients obèses dans son parcours en soins critiques, avec notamment toute une partie que je vous conseille de physiologie avec atteinte organe par organe. Et nous, on va s'intéresser évidemment à la partie respiratoire. Comme précédemment, donc j'ai remis les niveaux, les classifications des grades d'obésité, parce que ce n'est pas la même chose, évidemment, d'avoir une obésité grade 1 que grade 3, voire les obésités qu'on dit super obèses, c'est-à-dire les IMC supérieurs à 50. Et vous verrez que les études n'incluent pas les mêmes patients, donc il faut savoir aussi quel niveau d'obésité a été inclus dans les études dont on parle. Donc pour la partie physiologie, les deux messages extrêmement importants. Pour commencer, c'est qu'un patient obèse par rapport à un patient non obèse a une diminution de la compliance de son système respiratoire, notamment liée à la diminution de la compliance de son poumon. Également, en termes de volume, une baisse de la capacité résiduelle fonctionnelle, la CRF, que vous voyez schématisée ici. Cette CRF, elle comporte le volume résiduel, qui est un volume non mobilisable, et le volume de réserve expiratoire, que vous pouvez mobiliser, vous, en fin d'expiration, en faisant une expiration forcée. Le patient obèse, potentiellement, n'aura plus de volume de réserve expiratoire, donc pas de possibilité en fin d'expiration de forcer pour expirer un peu plus. Et donc ça va le faire respirer quasiment à son volume résiduel. Ce qui veut dire qu'il peut potentiellement passer sous la capacité de fermeture. C'est le volume critique en dessous duquel les petites voies aériennes vont se fermer. Et donc à chaque expiration, un patient avec une obésité morbide peut avoir les petites voies aériennes qui se ferment, ce qui entraîne du trapping, ce qui favorise l'atelectasie, on va en reparler. Parallèlement à ça, il y a une augmentation de la résistance des voies aériennes, une augmentation du travail respiratoire et une augmentation de la consommation, et donc mathématiquement de la consommation de O2, et donc mathématiquement de la production de CO2. On va aussi voir à quel point ça peut nous impacter. Donc pareil, j'ai remis cette étude qui maintenant date un petit peu, mais qui est très parlante, qui s'intéressait chez 24 patients à l'ACRF que vous avez en ordonnée en fonction de l'IMC en abscisse. Et on voit clairement que l'ACRF diminue avec l'augmentation de l'IMC dans des proportions qui sont très importantes, puisque autour de 20 d'IMC, là, il y a des patients qui sont quasiment à 3 litres de CRF, alors qu'à 50 d'IMC, ils sont à peine à 300 ml. Donc ça, c'est ce qui fait le lit de l'atelectasie et donc, pour nous, au quotidien, de l'hypoxémie chez ces patients. Une deuxième étude qui s'intéresse cette fois-ci à l'imagerie, au scanner, donc c'était des patients obèses, des patients non obèses. Donc il y a deux messages importants, c'est que ce que vous voyez là en image scanographique, en haut c'est un exemple d'un patient obèse, en bas un patient non obèse. Il y a deux messages importants, c'est que les patients obèses vont développer de l'atelectasie dès l'induction et dès le péropératoire. Et message important aussi, c'est que ces atelectasies vont perdurer 24 heures après que vous ayez extubé ces patients. Donc ce que vous faites en péropératoire a un impact en post-opératoire, même à distance. Et dans cette étude, il y avait une différence très significative d'atelectasie 24 heures après l'extubation. Pareil, c'était un peu difficile de parler d'obésité sans parler de pression, d'obésité et de respiratoire sans parler de pression. Donc très rapidement, pour ne pas perdre trop de temps, la pression alvéolaire, c'est ce que vous estimez par la pression de plateau, c'est la pression qui est nécessaire à l'ouverture de l'alvéole, l'ouverture du poumon, mais aussi à expandre la cage thoracique. Et donc une pression plateau élevée ne veut pas dire la même chose chez un patient non obèse que chez un patient obèse. Chez un patient non obèse, on a la crainte de l'augmentation de la pression transpulmonaire, c'est-à-dire la différence entre la pression dans l'alvéole et à l'extérieur de l'alvéole, c'est-à-dire dans la plèvre, une pression qui va être délétère si elle est élevée pour l'alvéole.
Alors que chez le patient obèse, il y a probablement une partie, en cas de pression plateau élevée, une partie qui est liée à la pression transthoracique, donc la différence entre la plèvre et l'atmosphère. Pourquoi cette pression est élevée chez le patient obèse? Parce que la pression dans la plèvre est élevée. Pourquoi? Parce qu'il y a une ascension de la coupole diaphragmatique, une augmentation de la pression intra-abdominale, et puis il y a aussi le poids de la cage thoracique qui va faire augmenter ces pressions pleurales. Donc, on n'interprète pas exactement de la même façon une dépression alvéolaire chez un patient obèse et non obèse. À ces modifications physiologiques, on va rajouter deux événements très délétères. Un, l'anesthésie générale, c'est-à-dire donc la curarisation, la sédation et le relâchement musculaire qui vont aggraver les phénomènes déjà existants. Et parallèlement, la chirurgie, notamment la cœlioscopie avec l'insufflation du pneumopéritoine qui majore les atélectasies, la baisse de la CRF, tous les problèmes qui existent déjà chez le patient obèse. Donc pour répondre à la question comment je ventile ce type de patient, on peut s'intéresser à comment les anesthésistes réanimateurs dans le monde ventilent ces patients. Pour ça, j'ai deux études à vous présenter. Donc cette première étude de l'équipe du professeur Jabert qui date de 2012 avec deux messages importants. Le premier message, c'est la figure de gauche. Vous avez les volumes courants en millilitres par kilo de poids idéal théorique en fonction des catégories de poids que vous avez en abscisse. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation des VT réglés au fur et à mesure de l'augmentation du poids. Ce qui n'est pas logique puisqu'on parle de VT en millilitres par kilo de poids idéal théorique. Ça devrait être donc une ligne strictement droite. Ça n'est pas le cas. Et même si on s'intéresse juste à la partie des patients obèses, les volumes courants sont très largement réglés au-dessus de 10 ml par kilo de poids idéal théorique. Deuxième constat, vous avez à droite de l'écran les réglages de la PEP. En gris foncé, c'est PEP réglé à 0. En blanc, c'est PEP entre 1 et 4. Et en gris clair, c'est les PEP entre 5 et 8. Et on voit que chez les patients obèses, encore une fois, les PEP sont majoritairement réglés à 0 et une petite proportion des patients qui ont un réglage de PEP entre 0 et 8, mais globalement plutôt autour de 5. Une deuxième étude publiée dans le BJA un peu plus récemment, qui s'intéressait cette fois-ci à l'étude précédente, c'était 3000 patients obèses, non obèses. Cette étude, c'est 2000 patients obèses, avec cette fois-ci les figures qui représentent, en fonction de la durée de l'anesthésie générale, chaque réglage du respirateur. Et ces réglages sont donc découpés en 3 catégories de poids, donc obésité grade 1, 2 et 3, en rose l'obésité morbide. Mais on retrouve finalement quand même les mêmes réglages que l'étude précédente, avec des volumes courants élevés, des PEP, ce que vous voyez sur le graphique du milieu à droite, des PEP qui finalement sont très rarement au-dessus de 5, voire même plutôt largement en dessous. Et donc, on retrouve ces chiffres de volume courant élevé. Je parle toujours du volume courant en millilitres par kilo de poids idéal théorique, évidemment, et des PEP plutôt basses, avec des manœuvres de recrutement qui étaient assez rares dans cette étude. Deuxième message important de cette étude, c'était les complications post-opératoires respiratoires qui sont élevées chez les patients obèses, voire très élevées si on parle juste de l'obésité morbide. Donc, encore une fois, ce que vous faites en péropératoire aura un impact sur la suite, et c'est des patients qui sont à très haut risque de complications respiratoires. Donc, ce sujet de comment je le ventile, il est important, puisqu'il y a des modifications physiologiques, donc on ne devrait pas ventiler de la même façon un patient obèse d'un patient non obèse. Les réglages, ça c'est une question, les réglages de ventilation sont peut-être à optimiser, si on voit les deux études que je viens de vous présenter. Et aussi, encore une fois, il y a un impact post-opératoire majeur. On l'a vu avec les atélectasies qui persistent 24 heures après l'extubation, avec les complications post-opératoires. Vraiment, c'est important d'essayer de faire au mieux, puisque vous allez améliorer le pér-op, mais aussi le post-op. Donc, comment régler au mieux? Alors, on n'a pas la réponse pour tout. Je vais essayer de présenter les quelques leviers qu'on a pour essayer d'améliorer les réglages de la ventilation de ces patients en détaillant réglage par réglage. Donc, on va commencer avec finalement peut-être le plus simple, c'est le volume courant, puisqu'il y a cette étude de 2013 qui a fait date, l'étude IMPROVE publiée dans le New England Journal of Medicine, qui comparait deux stratégies de ventilation protectrice et non protectrice chez des patients donc, de chirurgie abdominale qui avaient au moins 2 heures de chirurgie prévue avec un risque élevé à modéré à élevé de complications post-opératoires. Et ce qu'on voit, c'est que le groupe de la ventilation protectrice, sur cette Kaplan-Meier, c'est ce qu'on voit, à J7, il y a une nette réduction des complications post-opératoires.
Et donc, dans le groupe ventilation protectrice, il y avait un bundle de mesures, de réglages, et notamment le volume courant entre 6 et 8 ml/kg de poids idéal théorique. Et il n'y a pas de raisonnement physiologique qui nous dirait de modifier cet objectif de VT chez le patient obèse par rapport au patient non obèse. Il n'y a pas non plus de données dans la littérature qui disent qu'il faut régler un volume courant différent. Ça paraît assez logique puisque le volume pulmonaire ne se modifie pas en fonction du poids. Si aujourd'hui vous devez m'anesthésier, j'espère que vous me ventilerez avec un volume courant entre 6 et 8 ml/kg de poids idéal théorique. Si je reviens l'année prochaine à l'ASFAR faire le même topo et que j'ai pris 30 kg d'ici là, j'espère que le volume courant que vous réglerez sera exactement le même qu'aujourd'hui. C'est ce qui est illustré ici, c'est que l'IMC, donc à gauche, une patiente qui avait un IMC à 52, à droite à 21. Pour autant, les volumes pulmonaires mesurés au scanner sont strictement les mêmes, donc il n'y a pas de raisonnement logique de dire qu'il faut modifier le volume courant entre ces deux patientes. Concernant la fréquence respiratoire, là, je n'ai pas vraiment de données cliniques ou d'études publiées, c'est plus du raisonnement physiologique. Les atélectasies, on a vu qu'il y avait une majoration aussi de la production de CO2 et une majoration de l'espace mort. Tout ça, chez le patient obèse, ça a tendance à entraîner de l'hypercapnie. Et surtout, ce qui est important peut-être, c'est la majoration du gradient ETCO2, PaCO2. C'est-à-dire que votre ETCO2 que vous mesurez au bloc opératoire va sous-estimer l'hypercapnie de votre patient plus que chez un patient non obèse. Donc les actions que nous, on peut mettre en place, c'est des actions déjà d'une fréquence respiratoire qu'on règle un peu plus élevée. Donc par élevé, j'entends entre 15 et 20. Il y a d'ailleurs des études physiologiques chez le patient obèse qui montrent qu'à l'état de base, la fréquence respiratoire est plus élevée qu'un patient non obèse. Donc ça, il faut le respecter et le reproduire en péropératoire. Il faut monitorer le TCO2, évidemment, tout en gardant en tête que probablement on va sous-estimer la PaCO2 du patient. Et il y a quelques études qui se sont intéressées à mesure du CO2 transcutané. Notamment cette étude publiée dans le BJA qui montrait donc à gauche la relation entre le gradient mesure transcutanée du CO2, PaCO2, en fonction en abscisse de la PaCO2. Vous voyez que le gradient il est sensiblement autour de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énorme différence entre la mesure cutanée et la mesure artérielle. Et surtout, ce gradient il est stable même si la PaCO2 augmente. Par contre, à droite, vous voyez que là, c'est le gradient ETCO2, PaCO2 en ordonnée. Donc déjà, il n'est pas proche de 0, c'est-à-dire que d'emblée, il y a une différence et votre TCO2 sous-estime la PaCO2. Mais surtout, peut-être plus important, c'est que plus votre patient est hypercapnique, plus ce gradient va s'élargir. Donc plus il est hypercapnique, plus vous allez sous-estimer l'hypercapnie de votre patient. Concernant les modes ventilatoires, là, c'est facile puisqu'il n'y a aucune différence démontrée. Il n'y a pas de recommandation qui tranche sur un mode ventilatoire supérieur à un autre. C'est vrai chez le patient non obèse, c'est également vrai chez le patient obèse. Voilà, j'ai cité tout de même la méta-analyse publiée dans le BJA, mais c'est quelque chose qui est assez établi. Donc là, on va peut-être attaquer finalement le vif du sujet. Le problème, c'est comment est-ce qu'on règle la PEP de ces patients. Donc, une première étude qui est une étude majeure sur le sujet, qui est incontournable, c'est l'étude PROBES, publiée dans le JAMA en 2019 et qui comparait chez 2000 malades avec un IMC supérieur à 35 deux stratégies de réglage de la PEP. Donc ils avaient tous 7 ml par kilo de volume courant et un groupe interventionnel avec 12 de PEP et des manœuvres de recrutement versus un groupe contrôle à 4 de PEP. Donc un protocole, on va dire, qui était basé sur de la physiologie et des études préexistantes, donc qui paraissait être assez logique et prometteur. Le résultat, le critère de jugement principal est non significatif. Il n'y a pas de différence entre ces deux stratégies de réglage de la PEP. Et le critère de jugement principal que je vous mets ici, c'était les complications post-opératoires respiratoires, qui sont comparables chez les deux patients. On peut quand même noter qu'elles étaient autour de 21 et 23% dans les deux groupes. Donc encore une fois, c'est quand même des patients qui ont des niveaux de complications post-opératoires assez élevés. Deuxième résultat, un critère de jugement secondaire, c'est que quand même dans le groupe PEP élevé, donc 12 de PEP et manœuvre de recrutement, il y avait moins de nécessité de recourir à des stratégies de rescue pour de la désaturation en péropératoire. Il y avait par contre un peu plus de besoin de drogues vasoactives. Donc finalement, on reste un peu sur notre faim avec cette étude. Ça paraissait logique que finalement la stratégie haute PEP, manœuvre de recrutement
soit bénéfique pour les patients obèses. Ce n'est pas ce qui a été finalement conclu. Donc comment est-ce qu'on règle la PEP en péropératoire chez le patient obèse après les résultats de cette étude? Eh bien, peut-être que la solution, et c'est ce qui est beaucoup publié en ce moment, c'est d'individualiser la PEP, de titrer la PEP en fonction du patient. Donc cette première étude qui s'est intéressée à la titration de la PEP ou l'individualisation utilisait l'impédance-métrie thoracique, qui permettait d'estimer la meilleure PEP pour la meilleure oxygénation du patient, ou la meilleure ouverture des volumes pulmonaires. Donc il y avait 3 groupes, un groupe PEP 4 à 5, un groupe manœuvre de recrutement plus on individualise la PEP, et un 3e groupe, manœuvre de recrutement plus on met une PEP fixe à 12. C'est des patients avec un IMC supérieur à 35 de chirurgie abdominale. Ce qui montre là-dedans, et vous avez là les résultats principaux, c'est à gauche le ratio PaO2 sur FiO2, qui est meilleur dans le groupe PEP individualisé par rapport aux 2 autres groupes, donc PEP à 4, PEP à 12. On voit quand même que c'est meilleur pendant la durée de l'intervention, puisque vous voyez que tout à la fin, en post-extubation, on revient à des PaO2 sur FiO2 semblables dans les 3 groupes. Autre résultat, c'est que dans le groupe de la PEP individualisée, on avait une meilleure mécanique ventilatoire parce qu'il y avait une pression motrice qui était plus basse, donc une meilleure compliance dans le groupe de la PEP individualisée. À noter que dans le groupe PEP individualisé, les PEP étaient réglés autour de 18 cm d'eau, donc beaucoup plus élevé que ce qui avait été testé jusqu'à présent. Une deuxième étude de 2023 dans anesthésio, cette fois-ci, c'est une PEP toujours individualisée, mais avec un autre moyen, c'est sur de la compliance dynamique. Donc ça ne nécessite pas tout le matériel de l'EIT. Et 2 groupes, donc une manœuvre de recrutement plus PEP à 8 versus manœuvre de recrutement plus PEP individualisée en fonction de la meilleure compliance dynamique. La compliance dynamique, c'est facile, vous l'avez, c'est le VT divisé par la pression crête moins la PEP. Donc ça, vous l'avez sur vos respirateurs. Et donc c'est des patients de chirurgie bariatrique, 40 patients qui étaient inclus, avec là le protocole. Donc c'était une manœuvre de recrutement pour commencer, puis une manœuvre décrémentielle de PEP, une baisse de la PEP, avec une mesure de la compliance à chaque fois, à chaque étape. Et là, on trouve, sur cet exemple, 17 étant la PEP avec la meilleure compliance dynamique. Après ça, il refaisait une manœuvre de recrutement et il réglait la PEP en fonction de ce qui avait été trouvé pendant la titration. Encore une fois, la PEP individualisée tournait autour de 15, donc beaucoup plus que toutes les PEP testées ou réglées précédemment. Il y a un message important dans cette étude, que j'ai trouvé en tout cas important, c'est là vous avez les données individuelles d'à chaque fois la meilleure PEP par patient en fonction de l'IMC. Et ce qu'on voit, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre ces 2 données, c'est-à-dire que, vous voyez là par exemple pour un patient qui a 40 d'IMC, chez un des patients il fallait 9 de PEP, c'était la meilleure PEP dont il avait besoin, chez un autre patient avec le même IMC, c'était 18 de PEP qu'il lui fallait. Donc peut-être il y a un début de réponse de pourquoi mettre une PEP à 12 chez tous les patients obèses, ça ne marche pas forcément très bien. C'est que l'IMC ne nous permet pas de dire, en tout cas vous ne pouvez pas dire en rentrant dans la salle, il a tant d'IMC, il a 50 d'IMC, je mets 15 de PEP, il a 40 d'IMC, je mets 12 de PEP. Ça c'est sûr que c'est faux, c'est ce que montre cette figure. Et donc toujours dans la même étude, leur critère de jugement principal à eux, c'était la diminution de l'atélectasie mesurée au scanner. Et donc là, vous avez à gauche, c'est l'ensemble des poumons. Donc il y a une différence significative d'atélectasie dans le groupe où la PEP était titrée, il y avait moins d'atélectasie. Dernière étude sur la PEP individualisée, alors il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai failli faire un choix, c'est la PEP individualisée, cette fois-ci en fonction de la pression œsophagienne. Donc 2 groupes, un groupe PEP à 10 et un groupe où la PEP était guidée par la pression œsophagienne, avec pour objectif que la pression transpulmonaire, donc pour rappel, c'est la différence entre la pression dans l'alvéole et dans la plèvre, cette pression transpulmonaire, à la fin de l'expiration, elle soit autour de 0. Sous-entendu surtout qu'elle ne soit pas fortement négative. Pourquoi? Parce que si elle est fortement négative, ça veut dire que la pression dans la plèvre va écraser votre alvéole et va favoriser l'atélectasie. Donc c'était pour lutter contre ça qu'ils ont choisi cette stratégie de titration. Et il y a 2 messages importants dans cette étude. Donc là, vous avez le résultat principal avec la PEP en abscisse et la pression transpulmonaire en fin d'expiration en ordonnée. Et vous avez en noir avant le pneumopéritoine, avant l'insufflation de la cellule, et en gris après. 2 messages. 1, pour avoir une pression transpulmonaire autour de 0 en fin d'expiration
Avant le pneumopéritoine, il fallait régler des PEP autour de 15. Donc encore une fois, il faut régler des PEP assez élevés pour éviter que les alvéoles se ferment en fin d'expiration. Et peut-être, message encore plus important, une fois que l'insufflation du pneumopéritoine a été faite, le niveau de PEP nécessaire est monté à 23. Donc ça veut dire que, alors déjà, les PEP, encore une fois, dans toute la partie titration, on voit que les PEP réglées, elles sont finalement très élevées chez le patient obèse. Et deuxième message, c'est l'importance du pneumopéritoine. Peut-être qu'il faut individualiser la PEP au patient, mais il faut aussi régler la PEP en fonction des temps chirurgicaux, en fonction de ce qui se passe de l'autre côté du champ. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Il faut peut-être que le 12 cm d'eau pour tous les patients obèses, c'est un petit peu trop rigide et qu'on voit que pour un même IMC, il y a des variations très importantes de ce qui est considéré la meilleure PEP. Et également, il faut tenir compte de l'insufflation du pneumopéritoine, surtout en chirurgie abdominale, et d'autres variations qui peuvent être liées à la chirurgie et leur impact sur les volumes pulmonaires. Je vais finir sur les réglages avec les manœuvres de recrutement. Ça, c'était une étude du professeur Futier qui comparait donc la stratégie 10 de PEP versus 10 de PEP plus manœuvre de recrutement dans les groupes obèses et non obèses. Là, je vous ai mis juste les résultats des patients obèses. Clairement, si vous voulez récupérer du volume pulmonaire après l'induction, le moment où vraiment l'atéectasie s'est créée, il faut ajouter à votre niveau de PEP des manœuvres de recrutement. Juste en montant la PEP, vous n'allez pas réouvrir les alvéoles et récupérer le volume perdu. Donc sur les manœuvres de recrutement, il y a moins de débat, je pense, et c'est ce que confirme donc cette méta-analyse du BJA, puisque là, vous avez à chaque fois la comparaison PEP seul versus PEP plus manœuvre de recrutement. L'ajout de la manœuvre de recrutement fait mieux sur l'oxygénation, sur la compliance, sans pour autant dégrader la pression artérielle moyenne de vos patients. Donc j'ai essayé de synthétiser tout ça. Je savais que les gens allaient prendre cette diapo en photo. Ça n'engage que moi, ça n'engage ni l'ASFAR, ni les gens qui ont écrit les études dont je me suis inspiré pour faire cette diapo. Mais j'ai essayé de synthétiser en tout cas ce que j'ai trouvé. La FiO2, il n'y a pas de raison de la régler autrement que pour avoir une SAT supérieure à 94%, même si le 94% peut être débattu, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Le volume courant, il n'y a pas de données qui nous disent qu'il finalement il faut choisir un volume courant différent de ce qu'on fait chez le non-obèse. La PEP, je n'ai pas pu trancher, puisqu'en fait, les données de l'étude du JAMA nous disent que finalement, mettre 12 de PEP, ce n'est pas mieux, même si, d'un point de vue physiologique, et sur toutes les études que je vous ai montrées de titration, probablement que des niveaux de PEP plus élevés, c'est bénéfique pour le patient obèse, mais c'est bénéfique uniquement sur des outcomes de physiologie, pas sur des outcomes de est-ce que le patient va avoir moins de complications derrière, est-ce qu'il va survivre plus, ça, on ne le sait pas encore. Donc j'ai mis 6 à 8 de PEP minimum, probablement qu'il faut plus, mais on ne peut pas le recommander. Les manœuvres de recrutement, c'est assez évident qu'il faut en faire, notamment à des instants clés, après l'intubation, s'il y a des déconnexions, s'il y a des modifications d'un point de vue chirurgical. On monitore le TCO2 en gardant en tête que probablement ça sous-estime la PaCO2. La fréquence respiratoire, il faut la régler un peu plus que ce que vous réglerez chez un patient non obèse. Les modes ventilatoires, je dis qu'il n'y a aucune différence, donc là, il n'y a pas trop de débat. Et le plus, c'est ce qui est fait en ce moment, c'est d'essayer de personnaliser le réglage de la PEP aux patients et au temps chirurgical. Donc là, je vous ai parlé de l'impédancemétrie, de la mesure de la pression œsophagienne, de la compliance dynamique. On peut aussi juste simplement, et ça a été montré chez le patient non obèse, s'intéresser à la compliance statique ou à la pression motrice, donc P plate moins PEP, et essayer de titrer la PEP pour un objectif de pression motrice le plus bas. Ça a été une étude, c'était chez patient non obèse, donc je ne l'ai pas présenté, mais c'est également peut-être une stratégie non invasive pour titrer au mieux la PEP. Voilà, donc c'est un sujet on aurait pu faire beaucoup plus long. Il y a énormément de littérature. C'est important parce que le patient, encore une fois, obèse, a des modifications respiratoires qu'il n'y a pas chez le patient non obèse. Il y a plus d'atélectasie, il y a plus de risques post-opératoires, donc c'est des patients chez qui il faut faire particulièrement attention. Il y a beaucoup d'études physiologiques, notamment sur la partie titration de la PEP, qui s'intéresse notamment à améliorer la mécanique respiratoire en péropératoire, mais ça ne nous dit pas si ces patients vont mieux vivre leur post-opératoire. Ça reste à démontrer et ça va sûrement arriver sous peu. Et probablement que ce qui est le plus contemporain, le plus actuel, c'est d'individualiser la PEP. C'est ce qui va se développer, j'imagine, dans les années à venir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vous remercie de votre attention.